accord sur le télétravail vient d'être signé après de très longues négociations. Les partenaires sociaux sont tombés d'accord. Tous les grands syndicats sont tombés d'accord, sauf la CGT. Que contient ce texte? On voit cela avec Julien Gall. Le compromis trouvé entre le patronat et les syndicats sur le télétravail ne change pas les dispositions légales existantes, mais permet de fixer à l'écrit des règles pour les salariés et leurs employeurs. Pour les salariés d'abord, l'accord spécifie que le télétravail repose sur le double volontariat, celui de l'employé comme celui de son patron. Un salarié peut donc refuser d'effectuer du télétravail sans pour autant que cela devienne un motif de licenciement. En cas de refus de l'employeur, les syndicats demandaient une obligation de le stipuler par écrit, ce que le patronat a refusé. Les partenaires sociaux ont en revanche obtenu une trace écrite de la part des patrons d'entreprise lorsque le télétravail devient régulier. Pour la CFDT, cet accord symbolise la réussite du dialogue social. On a réussi un accord qui est signé par 4 organisations syndicales et 3 organisations patronales pour donner un cadre de négociation dans les entreprises sur le télétravail. Trop tard? C'est pas trop tard. Tard, oui, mais déjà, il arrive. Et vous savez, le télétravail, ça va durer très longtemps. Côté employeur, chaque entreprise sera libre de négocier au cas par cas les situations des salariés en télétravail. L'employeur pourra donc dire qui peut ou non télétravailler, mais seulement après avoir consulté le comité social et économique de l'entreprise. Enfin, le patronat s'engage à prendre en charge les frais professionnels liés au télétravail. Pas suffisant pour Philippe Martinez qui parle d'un accord de régression. Le patron de la CGT qui n'a pas signé l'accord estime que le patronat refuse d'avoir des contraintes et que les salariés doivent obtenir plus de garanties. Par exemple, la nomination du patron de la police des polices est validée par le Parlement. En Belgique, c'est là une instance complètement indépendante. Julien Gall. Après les images violentes de coups portés par des policiers à Michel, un producteur de musique, après la diffusion de vidéos choquantes où la police disperse des réfugiés place de la République à Paris, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est félicité que l'inspection générale de la police nationale ait été saisie dans ces affaires. En France, l'IGPN dépend du ministère de l'Intérieur. Celui-ci nomme le directeur qui est policier et les enquêteurs sont recrutés en interne. Le ministère de l'Intérieur assure donc à la fois le commandement et le contrôle des policiers. Et on estime que 10 à 15% des enquêtes menées par l'IGPN aboutissent à la condamnation de policiers en service. Certains, des hommes et des femmes politiques, des universitaires ou des citoyens, se posent la question de l'indépendance des enquêteurs et appellent à réformer l'IGPN. Même si le policier de l'IGPN fait bien son travail, il sera toujours soupçonné d'être soumis à cette hiérarchie, à ses ordres. C'est sa hiérarchie qui note, c'est sa hiérarchie qui fait progresser ou pas sa carrière. Dans les pays du sud de l'Europe, comme en Espagne, au Portugal ou en Italie, c'est le modèle français qui prime. Dans les pays du nord de l'Europe, en revanche, il existe une vraie séparation entre la police et ceux qui la contrôlent. En Grande-Bretagne, les membres de l'IOPC sont tous membres de la société civile. En Belgique, le comité P dépend du Parlement belge et son directeur est un magistrat. Au Danemark, l'IPCA est rattaché au ministère de la Justice. Les personnes qui dirigent les autorités de contrôle ne sont plus des policiers et les personnels qui travaillent pour contrôler ne sont plus rattachés, eux non plus, au ministère de l'Intérieur. Le mois dernier, devant la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre à l'Assemblée nationale, Brigitte Julien, la patronne de l'IGPN, a défendu l'institution qu'elle dirige et en a rappelé les valeurs, l'expertise, l'objectivité et l'exemplarité.